T'es déjà arrivé de faire une décision où par exemple, tu sais que ça va pas forcément être bon pour le business, mais tu le fais quand même parce que c'est bon pour toi. Si j'étais uniquement orienté argent, je me focuserais pas sur ce business. Il y a plein de business mais 100 fois plus rentables et qui pourraient faire 100 fois plus d'argent avec 10 fois moins d'effectifs que ça, avec les compétences que j'ai aujourd'hui. Et quelle est ta zone de génie alors? C'est recrutement, management? Non, ma zone de génie, c'est personal branding, relations. J'arrive à tout de suite trouver le truc qui va faire la différence en général dans le business des gens. Toi, tu as un peu la réputation d'être le gars qui arrive à vraiment, tu vois, être en relation avec tout le monde. Il rentre, il a... Je suis suisse. Voilà. Tu penses que ça joue? Ouais, je suis le suisse, tu vois, je suis neutre. C'est ça, tu vois, ouais. donc j'arrive même en terrain hostile, mais littéralement, hein, tu vois, même en terrain hostile, j'arrive à faire en sorte que tout se passe bien. Deviens le réseau et tu créeras ton propre réseau. Est-ce que toi, tu vois un vrai avenir pour ton podcast? Comment tu penses que ça va se dessiner? Si je voyais pas d'avenir, j'investirais pas autant dans le podcast. Un point qui est important et la question qu'il faut se poser, c'est comment créer un podcast qui fait la différence et qui va rester dans le temps. Tu vois, je vois trop de gens, tu ressens que la personne ne le fait pas pour la bonne raison. Il invite cette personne pour se mettre en lumière lui et pas mettre en lumière son invité et apporter de la valeur à l'audience. Et l'audience, aujourd'hui, elle est éduquée, le marché est éduqué. Les gens en ont marre qu'on les prenne pour des cons. Tu m'avais dit, en gros, alors je vais paraphraser, mais en gros, tu m'avais dit qu'un jour, tu savais que j'allais réussir. Il m'arrive de dire cette phrase à des gens, mais sur un an, je peux les compter sur les doigts d'une main, voire 2 mains maximum, tu vois. Donc si je te l'ai dit, c'est que j'avais mes raisons à ce moment-là. Comment tu fais pour savoir? Alors c'est une très 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 bonne question. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Alec. Salut Rémi. Bienvenue à toi sur la chaîne. Merci. Ça fait très plaisir de t'accueillir en tout cas. Et voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Peut-être 4 ans, 3-4 ans. Ouais, tu l'as évoqué tout à l'heure. C'était justement dans ce château-là, en dessus de Bordeaux. Ça doit faire 2019. C'était avant Covid en tout cas, je pense. C'était avant le Covid. Il me semble. Hein. C'était avant le Covid et avec Sébastien Cerise, Romain, donc, toute cette équipe. Et d'ailleurs, du coup, je voulais commencer aussi ce podcast avec ça. Donc je pense que voilà, ceux qui vont voir la vidéo, soit ils me connaissent, et dans ce cas-là, ça va être intéressant aussi que je raconte comment je t'ai rencontré au début, d'où ça vient, et c'est aussi lié à mon histoire, à moi sur Internet, avec mon storytelling, etc., que je raconte sur ma chaîne. Et ceux qui te connaissent, ils connaissent déjà ton histoire. Donc on attaque direct. Est-ce que tu te souviens, il y a longtemps, tu avais fait une vidéo avec, comment il s'appelait, Vincent Lévy. Voilà, Vincent Lévy. Est-ce que tu te souviens de la vidéo que tu avais faite? C'était en hiver. Moi, j'ai l'image très marquée dans ma tête parce que tu avais, je crois, un pull vert de mémoire. Donc, c'est vraiment un pull de Noël. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ok. Et vous faisiez une vidéo un peu type mastermind. Enfin, pour l'immersion business. Vendre. Voilà, pour immersion business, c'est ça. Exactement. C'était ma première immersion à l'époque. Donc ça, waouh, ça date. Hein. C'était 2018 ou 2019. Avec Vincent, en effet. C'était 2018. 2018. Parce que l'objectif, c'était janvier. En fait, je crois que l'objectif, c'était de préparer l'année 2019. Puisque ça devait arriver en janvier 2019, un truc comme ça. Tu t'en rappelles? Ouais, je me rappelle. Ouais. Je me rappelle même de certains participants. Je me rappelle de la salle. Je me rappelle de l'endroit. Je me rappelle même, un participant m'avait offert, et c'est trop drôle, une petite fiole de sable, le sable de Dubaï, parce qu'il était allé en vacances à Dubaï, et finalement 5 ans plus tard je me retrouve à y vivre. 4 ans plus tard je me retrouve à créer l'immersion business qu'on a créé en mode télé-réalité du business avec le même nom, en dédicace à ça. Donc je m'en souviens très très bien. Il y a eu plusieurs éditions après de ce mastermind? C'était la seule? Il y a eu cette édition-là. Ensuite de ça, on en a fait une autre qui avait eu lieu à Marrakech. Oui, j'étais là. Voilà, également. Donc 6 mois plus tard, c'était la suite. On avait upsellé ceux qui étaient là pour Marrakech. Donc on avait bien argumenté visiblement. Et à la suite de quoi, effectivement, il n'y a pas eu de suite. Je ne saurais pas te dire pour quelle raison. Probablement qu'on était tous les deux très pris par nos différents business respectifs et nos projets. Et il s'est passé donc 4 ans avant que je réitère une expérience avec la marque Immersion Business, où j'ai fait la télé-réalité du business qu'on a co-organisé avec Thibaut et qu'on a sorti où pendant 7 jours, 12 personnes dans un château en immersion complète sont filmées 24/24 quasiment. Donc non, c'était cool. C'est drôle que tu me reparles de cette... en fait, c'est un truc qui a changé pas mal de choses aussi dans le parcours que j'ai eu. Pas tant forcément sur les choses que j'ai apprises, mais ça a été en fait le point de départ aussi pour moi sur beaucoup de choses derrière, tu vois. Le déclic. Puisque le déclic, on peut le dire, et le réseau aussi, tu vois. Puisqu'en fait, à l'époque,
Donc, tu vois, tu organises cet événement, etc. Moi, j'y vais. Donc, on se retrouve en Suisse, là, dans l'hôtel à Montreux, etc. Le cadre était ouf. Ouais. Et en soi, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé de ce jour-là parce que du coup, j'ai rencontré, tu vois, pas mal de personnes sur place. Ouais. Je crois qu'il y avait... alors je ne saurais plus dire l'intégralité des participants, etc. Mais il y en avait plusieurs qui ensuite... Aujourd'hui, en réalité, la plupart, je leur parle même plus. Mais tu sais, c'est vraiment cet effet de réseau où tu rencontres des personnes qui te font rencontrer d'autres personnes. Et en fait, de fil en aiguille, tu arrives là où tu en es aujourd'hui, quoi. Donc, du coup, tout ça est parti de là. Et j'ai démarré comme ça, en fait, au final, un peu dans le domaine de la formation. Avec toi qui m'avais montré ce truc-là, on s'était retrouvés à Marrakech. Je me rappelle même d'un truc, tu vois, pour te dire, à Marrakech, je pense, tu vois, tu as dû en voir beaucoup des entrepreneurs. Donc, le plus important, c'est pas forcément tu vois, que tu connaisses toutes leurs histoires, etc. Mais c'est important aussi de voir que tu vois le déclic, en l'occurrence, que toi, tu peux partager dans tes podcasts quand tu interviews des gens. En fait, tu l'as peut-être plus dans des moments autres que les podcasts, tu vois, des petites phrases toutes connes où toi, tu te dis, ouais, vas-y, je vais lui dire un truc comme ça, etc. Et en fait, ça fait un déclic. Moi, en fait, je saurais même pas dire pourquoi il y a des choses, je me souviens plus que d'autres. Tu sais, il y a des choses qui te marquent et d'autres moins. En l'occurrence, on était à Marrakech, donc c'était l'upsell de ce mastermind. Ouais. D'ailleurs, pour donner l'anecdote, on était donc en Suisse. À la fin, tu fais l'offre, etc. Tu fais la présentation au tableau, etc. Le stack un petit peu, le premier stack de ma vie, tu vois, enfin que je vois en live. Ok, vous aurez ça pour tant, vous aurez ça pour tant, etc. Et après, je sais pas si tu te souviens, donc je suis allé dans ma chambre immédiatement et j'ai payé, je sais plus combien. C'était plusieurs milliers d'euros. C'était à presque 5, peut-être 5 chiffres. Ouais, c'est possible. Ouais, un truc comme ça. C'était beaucoup. Ouais. Et par rapport à moi, proportionnellement à ce que j'avais, c'était énorme. Tu vois, en vrai, j'ai vraiment, je vais pas dire tapis, mais j'ai mis vraiment énormément de ce que j'avais. Et ensuite, du coup, on est allé à Marrakech. Ouais. Donc, il y avait des coachings, etc. avec Vincent, etc. Et toi aussi, et je crois qu'il y avait que vous deux qui faisiez ça. On est allé à Marrakech et du coup, je sais plus, on faisait 2-3 trucs, etc. On a kiffé, on a fait 2-3 activités, etc. Et à un moment donné, tu sais, on s'est posé parce qu'on avait le temps. C'est ça que je recherchais à la base pour dire, tu vois, à toutes les personnes, par exemple, tu vois, qui veulent chercher des informations, qui au final essayent de trouver quelque chose dans lequel ils vont pouvoir, on va dire, avoir un plan au final pour avancer, pour aller au niveau d'après, etc. Quand je suis allé au Mastermind en Suisse, j'avais aucune idée de ce que j'allais apprendre, tu vois. Je m'en foutais en réalité. Tout ce que je voulais à la base, c'était, je voyais un gars sur Internet qui avait peut-être à l'époque, en plus, pas beaucoup d'abonnés, tu vois, t'en as peut-être 15 000, un truc comme ça. Ouais, ça démarrait. Ouais, c'est ça. Il y avait ce gars-là, donc tu vois, il fallait se rapprocher un petit peu de ça, essayer d'infiltrer, entre guillemets, le réseau d'entrepreneurs, tu vois, et essayer d'avoir ces personnes-là en direct, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est pour ça qu'après aussi, j'ai pas hésité quand il s'agissait d'aller à Marrakech, parce que l'objectif était plus de proximité. Je sais pas si tu as d'autres personnes qui te l'ont déjà dit, peut-être que toi aussi tu l'as déjà fait indirectement avec d'autres personnes. Ouais. Et du coup, on était à Marrakech, objectif accompli, entre guillemets, tu vois. Et à un moment donné, tu m'as dit, au bord de la piscine, on était posé, je sais plus ce qu'on faisait, etc. Et je t'avais posé des questions parce que j'étais encore peu confiant dans ce que je devais faire, dans les stratégies qui fonctionnaient, etc. La confiance, c'est un très gros facteur dans tous ces points-là, tu vois. Et parce qu'en vrai, tu peux avoir les informations, mais si tu n'as pas la confiance, tu fais rien. Et du coup, tu m'avais dit, en gros, alors je vais paraphraser, mais en gros, tu m'avais dit qu'un jour, tu savais que j'allais réussir. Je sais pas si tu t'en rappelles, je pense pas, probablement pas. Il y a peu de chance en vrai parce que... Ouais, je m'en rappelle pas, mais par contre, je peux dire assurément, et c'est pas du flan, il m'arrive de dire cette phrase à des gens, mais sur un an, je peux les compter sur les doigts d'une main, voire 2 mains maximum, tu vois. Donc si je te l'ai dit, c'est que j'avais mes raisons à ce moment-là. Comment tu fais pour savoir ? Alors c'est une très 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 bonne question. Ça doit être... Alors il y a plusieurs choses. Tu as le premier, tu as le feeling, le ressenti. Le deuxième, tu as le gap. Alors je vais essayer d'être le plus compréhensible possible pour celles et ceux qui nous écoutent, mais c'est une question de perception et de maîtrise de ce qui fait qu'un entrepreneur réussit. Et c'est ma capacité à identifier le gap entre l'attitude et les compétences qu'a un individu à un instant T et les résultats qu'il a dans sa vie par rapport à ce qu'il entreprend. Et du coup, s'il y a une dissonance complète entre son attitude et ses aptitudes à pouvoir réussir et les résultats qu'il a aujourd'hui dans sa vie,
et qu'en plus il est motivé, il sait être consistant et qu'il prend l'initiative de s'entourer des bonnes personnes ou en tout cas de sortir de sa zone de confort, etc., et qu'il va continuer à le faire, il y a de très fortes probabilités pour qu'il puisse rapidement combler ce gap, voire même dépasser ce gap et rééquilibrer la balance, voire déséquilibrer la balance en sa faveur par rapport à ses résultats. Donc c'est assez aisé pour moi désormais d'identifier qui a plus ou moins de probabilité de chance de réussir. Il y a de ça. Il y a aussi le fait de voir si la personne elle va être sur un bon marché ou en tout cas un marché qui lui correspond parfaitement. Je te donne un exemple concret. On pourrait avoir ici dans cette salle 2 personnes qui sont coachs sportifs et ils vendraient la même chose au même avatar de la même façon quasiment, et pourtant il y en a un qui pourrait cartonner et faire 10, 15, 20, 30, 50 cas par mois et t'en as un autre qui va caper à 3, 4, 5 000 et même il va avoir de l'irrégularité dans son business. Pourquoi ? C'est lié au fait de plein de points. Il y a la capacité d'implication des différents conseils qui vont lui être délivrés. Il y a sa capacité à être persistant dans l'effort. Il y a son charisme également qui joue énormément. Il y a le pourquoi est-ce qu'il fait les choses. Donc là, on ne parle pas du pourquoi, le why, mais plus c'est quoi qui te motive réellement et qu'est-ce que tu fais face à l'adversité ou autre. Et ça, c'est vraiment capital, tu vois, de se donner les moyens de. Et je pense que c'est ce que j'avais ressenti notamment chez toi, ces différents points que j'ai évoqués. Et puis, il y a un dernier point qui trompe rarement, c'est quand j'ai face à moi quelqu'un qui pose les bonnes questions. Et poser les bonnes questions, je le vois aussi, c'est pas donné à tout le monde. Je suis d'accord. Et ça nécessite vraiment, et c'est un super indicateur de compréhension du business ou en tout cas de la sphère, l'écosystème dans lequel la personne évolue ou désire évoluer, de savoir poser les bonnes questions. Parce que le nombre de gens qui posent des questions, on dit souvent il n'y a pas de questions bêtes, mais il y a beaucoup de questions qui n'en sont pas. Qui n'en sont pas, tu vois. Or, le fait de savoir poser les bonnes questions, de récolter la bonne information, de savoir se satisfaire ou s'insatisfaire de la réponse qu'on va obtenir pour pouvoir challenger la réponse et aller chercher réellement la réponse qu'on désire pour pouvoir avancer, c'est pas donné à tout le monde. Et ça nécessite plein de compétences qui sont la confiance en soi et qui sont la pertinence et la facilité de compréhension pour pouvoir l'implémenter. Donc c'est tous ces éléments qui fait qu'aujourd'hui j'arrive plus ou moins à identifier des gens qui vont plus ou moins réussir. Puis après, il y a un point, ce n'était pas ton cas, mais tu vois, les gens qui sont têtus, qui ne sont pas coachables ou autres, et qui pourtant vont même des fois acheter un programme d'accompagnement, etc. Il y en a beaucoup trop. Et ça, c'est très, très difficile de les faire évoluer. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, tu disais aussi, j'ai écouté quelques interviews avant de faire celle-ci pour la préparer. Tu as arrêté aujourd'hui les débutants ? Parce que ça rejoint un petit peu aussi ce point-là, je trouve. Dans tout ce que tu as dit, pour moi, c'est un peu le premier filtre entre les débutants et ceux qui ont réussi à avoir déjà leurs premiers résultats. Tu vois, le débutant, en effet, il ne s'est pas trop posé de questions. Il n'a jamais travaillé son personal branding. Donc, il y a tous ces points-là qu'il faut prendre en compte. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis aujourd'hui dans un tournant dans mon business, puisque aujourd'hui, tu vois, donc il y a beaucoup de choses que tu fais aujourd'hui dans ton business. Je pense que les gens le voient et je pense que peut-être 90% de l'audience, de toute façon, c'est trop tôt pour eux. Enfin, en gros, ce que tu appliques aujourd'hui, ils sont trop en avance. Tu vois, peut-être qu'il faut qu'ils passent par différentes étapes avant d'en arriver là. Aujourd'hui, pour que quelqu'un comprenne, par exemple, qui nous écoute, qu'est-ce qui pourrait justifier, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'à un moment donné, tu te dises, j'arrête par exemple de travailler avec les débutants. Comment en fait on en arrive, tu vois, à ce stade où après des années à avoir accompagné peut-être d'abord, tu vois, des formations à 997 €, c'est ce que tu faisais à l'époque, vraiment débutant, etc., voire peut-être même un peu large, à ensuite recentrer un petit peu, toujours débutant, à ensuite peut-être augmenter un petit peu l'entrée en faisant donc des débutants high ticket, donc plus coachables, etc. Puis ensuite, du coup, on commence à prendre des personnes qui sont plus avancées. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai l'impression, je crois voir ça, que c'est un petit peu l'évolution logique de toutes les personnes un peu dans le business, ou en tout cas dans l'infoprenariat. Tu commences avec les débutants et plus tu avances, plus tu as envie en fait, d'être avec des personnes qui tout de suite captent ce que tu dis, tu sais que c'est eux qui réussissent mieux, etc. etc. Qu'est-ce qui, toi, si tu pouvais expliquer, tu vois, cette décision, parce que je pense que c'est une décision extrêmement importante qui nécessite énormément de réflexion, tu vois. Pour quelle raison tu as décidé de faire ça ? Si j'ai bien compris. Ouais, en fait, tu as un peu répondu à la question dans celle-ci, mais en gros, aujourd'hui, au moment où on se parle, on accompagne encore les débutants.
Okay. On a fait un step back par rapport à ça. Aujourd'hui, chez entrepreneurs.com, au moment où on se parle, et on est en plein dans différents changements, parce que peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, ce que je dis ne sera plus d'actualité. On a 4 produits. On a un produit qui est le starter, qui est pour des débutants, prix d'entrée 6 000 €. Donc en fait, même pour les débutants, on a pris la décision d'être vraiment sur un produit haut de gamme, high ticket, avec que de l'accompagnement individuel, sur une période de temps donnée qui est de 6 mois en l'occurrence, qu'on va possiblement extend à 12 mois à terme, qui fait que on a identifié quelque chose, c'est qu'au sein de ces clients qui nous font confiance liés à ce produit d'entrée de gamme chez nous, souvent ils ont déjà suivi 1, 2, 3, 4, 5 formations. Souvent ils ont déjà lancé leur entreprise depuis un certain temps, que ce soit 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Souvent ils ont un palier de stagnation, ou alors ils régressent, ou alors ils n'ont toujours pas eu de résultat malgré toutes les itérations qu'ils ont fait. Et du coup ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'ils doivent savoir mais qu'ils ne savent pas, vraisemblablement. Donc ils sont coachables. Et c'est ça la raison pour laquelle moi j'ai voulu arrêter les débutants, c'est que j'avais l'impression un petit peu de nager à contre-courant, de vendre des produits qui, malgré toute la qualité, le cœur, l'énergie, l'envie qu'on y mettait, n'atteindraient pas les objectifs qu'on vendait et n'atteindraient pas le palier minimum qu'on voulait en termes de réussite. Nous on le voit très clairement, quand je vendais des formations à 697, 997 ou même 2000 €, on avait peut-être... entre 12 et 18% de complétion des formations au global. Donc 100% de gens qui suivaient, de gens qui suivaient à 100%. 18% qui allaient au bout. Qui allaient au bout, qui suivaient. Et peut-être 3 à 5% de gens qui avaient vraiment des résultats. Et 1% de gens qui ont eu des résultats exceptionnels. Et 0,1% de gens qui sont devenus millionnaires ou multimillionnaires. Donc c'est une infime minorité. Pourquoi ? Parce que le niveau d'engagement n'est pas le même, parce qu'une formation ne c'est pas suffisant, etc. Ce sont mes constats, et puis je critique pas ceux qui en vendent encore sur le marché, mais j'avais pas envie de contribuer à ça et j'avais envie de m'extraire et de sortir de ça. Donc on a pris la décision effectivement de tout de suite arrêter les débutants, de créer un produit à 12 000 € qui était le système qu'on vend encore aujourd'hui. Puis ensuite on a eu tellement de demandes de gens débutants de par le déclic, de par plein de choses, qu'on a fait un step back, on a créé le starter. Puis après... il y a un autre point, c'est que là je suis en réflexion on a créé le scaling suite à pas mal de demandes, qui est un produit quand même qui est vendu 24 000 € voire plus, qui dure presque une année, où il y a des immersions. C'est pour les entrepreneurs assez poussés. Là on a fait une immersion encore à Dubaï il y a de ça pas si longtemps que ça, avec une trentaine de clients, et les gens dans la salle, ils font entre 15 et 60 000 € de chiffre d'affaires par mois. On a autant des Suisses, des Belges, des Français. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a très peu de business en ligne, très peu de coachs. On a énormément, on a tout. On a des mecs dans le nucléaire, on a des mecs dans le corpo B2B, on a des mecs dans les appels d'offres corpo gros comptes, on a des mecs dans paysagistes, plombiers, chauffagistes. Ah oui, vraiment, ça brasse large. Très large. Agence de communication physique, agence immobilière physique, coach sportif en physique, coach sportif en ligne. Voilà, c'est assez diversifié. Et ces mêmes personnes ont des résultats juste exceptionnels en appliquant quelques stratégies de la partie en ligne, mais vu qu'on maîtrise aussi tous les enjeux des business physiques, des business traditionnels, ils ont aussi des résultats. Et j'ai jamais eu autant de plaisir à accompagner des gens qu'accompagner les scaling en immersion comme on l'a fait, et surtout les témoignages et les résultats sont juste exceptionnels, Encore plus qu'avec mes consulting one-one, où j'ai des gens que je suis depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui finalement c'est une offre qui est bien plus chère, mais où j'échange mon temps contre de l'argent directement, alors que là j'ai pu créer un système où j'ai certains membres de mes équipes, certains experts, mais aussi mes heads des différents pôles qui montent sur les dossiers des clients pour leur apporter un maximum de valeur. Et c'est comme si on était en fait associés en CDD dans leur business, qui fait qu'ils explosent littéralement. Et si effectivement tu t'adresses qu'à des coachs ou des business en ligne en francophonie, tu vas difficilement avoir par exemple 10, 15, 20, 30 clients qui peuvent payer 24 000 € par mois sur un mois pour ton produit. Donc 30-40 nouveaux clients. Par contre, si tu t'adresses à l'ensemble des entrepreneurs en francophonie, couvrant du coup l'ensemble de la francophonie mondiale, trouver 30 entrepreneurs qui génèrent entre 15 et 50 000 € par mois, qui désirent scaler et qui voient des dizaines d'autres témoignages qui ont réussi à scaler grâce à ton offre, c'est beaucoup plus facile, Donc il y a de ça, il y a le fait que c'est plus facile à trouver, c'est plus rentable, et surtout c'est beaucoup plus satisfaisant.
d'accompagner les personnes plus avancées. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi d'arrêter un temps les débutants, de les reprendre quand même. Mais tu vois, lorsque je les ai repris, par exemple, on a désigné une personne qui est exceptionnelle dans son rôle, et je lui ai dit, écoute, toi, tu es responsable de ce produit. C'est un peu comme si tu avais une entreprise, sauf que tu n'as pas de marketing, tu n'as pas de vente, tu n'as pas d'admin, tu n'as pas tout ça. La seule chose que tu as, c'est un seul et unique objectif dans ta vie, un seul et unique focus, c'est de donner du résultat à ces gens-là. Et du coup, je suis beaucoup plus serein, aligné, content, en mettant en place des process d'intégration et de certitude avec des datas claires sur notre capacité à pouvoir délivrer du résultat. Et c'est ce qui fait qu'on continue à vendre ce produit, tout simplement. Ok. Et alors... moi, je vois juste un petit paradoxe que j'essaie de comprendre. Donc, quand tu lances un business, et je pense qu'on le dit souvent, il faut être un peu focus, tu vois, être vraiment ultra précis dans le domaine dans lequel tu es, parler à un client vers un objectif avec une façon de l'atteindre. Là, du coup, tu es allé vers tout type de clients, donc vraiment, tu as vraiment étendu un petit peu le champ des possibles, les clients, etc. Pour quelles raisons du coup? Est-ce que c'est parce qu'au bout d'un moment, c'est mieux au final d'élargir ton marché plutôt que de rester concentré et d'être vraiment le meilleur dans une niche, plutôt que par exemple d'étendre un petit peu et au final, comme tu disais, prendre tous les entrepreneurs, tu vois? Tu as raison. Si j'étais mon propre client, je me dirais pas de faire ce que je fais. Mais pourquoi je le fais? Pour 4 raisons. La première, le challenge, parce que c'est plus complexe et des fois j'aime peut-être me faire du mal, je sais pas, mais en tout cas j'aime quand c'est plus complexe. Complexe, juste je m'arrête là-dessus pour un point, c'est d'un point de vue succès, j'imagine client, parce que forcément... Succès client, marketing aussi, voilà, c'est ça. Vraiment très complexe. Le deuxième, c'est pour la mission. La mission d'entrepreneurs.com, c'est de transformer la vie et le quotidien des entrepreneurs et de leur permettre d'accomplir leur mission, tout type. Donc, c'est vraiment une mission. Le troisième, c'est le fait d'être stimulé intellectuellement et de ne pas s'ennuyer et de pouvoir aider un maximum de gens et d'être diversifié. Et du coup, tu vois, on a autant... on a tout type d'entrepreneurs, vraiment, du SaaS à... Et ça, c'est sous-estimé, hein, ce que tu dis là. Ne pas s'ennuyer. Ah ouais, je pense que c'est très, très, très sous-estimé. C'est clair. Quand tu as vraiment fait cet effort de faire le focus dans ton business et que tu vois du coup que ça a marché, parce qu'à un moment donné, tu es obligé de le faire pour avoir des résultats, tu fais ce focus, tu arrêtes d'écouter n'importe qui, du coup tu te concentres peut-être sur une ou deux personnes, tu arrêtes de faire 10 000 stratégies, tu n'en fais qu'une, tu te retrouves en fait à faire tout le temps la même chose et très rapidement tu fais le tour. C'est ça. Très rapidement tu t'ennuies. C'est vrai. Et faut trouver du coup comment se stimuler. Et le quatrième, c'est que entrepreneurs.com, c'est un beau nom de domaine. Beaucoup même fantasment autour du nom de domaine, se posent plein de questions, etc. C'est une force, mais c'est aussi notre plus grande faiblesse. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu portes un nom comme ça, tu as une certaine responsabilité d'une part, et d'autre part, tu parles à tout le monde, mais quand tu parles à tout le monde, on le sait, tu parles à personne. Donc si tu veux t'adresser à tout le monde, tu t'adresses à personne. Donc, c'est un vrai travail au quotidien de positionnement, de marketing et de trouver les bons angles, les bons axes pour réussir en fait à capter le marché et trouver des sillons de marché pour aller créer de la profondeur dans chacun de ces sillons et pouvoir faire en sorte de développer l'entreprise. Donc, il y a différentes stratégies qu'on déploie pour ça. Il y en a même qu'on valide, qu'on invalide 3 semaines ou 3 mois plus tard, qu'on réitère, qu'on pivote complètement, etc. Et on a une chance, c'est qu'on travaille d'arrache-pied au quotidien en interne, les équipes, pour faire en sorte de pivoter rapidement et d'actionner rapidement des trucs. Tu vois, par exemple, on peut prendre une décision, comme hier, on prend une décision de faire un webi spécifique sur cet axe-là, cet angle-là pour ce produit-là. Demain, après-demain, les ads, les scripts sont déjà faits. Après-demain, les ads sont tournés. Après-demain, les ads sont montés. Et 4 jours plus tard, les ads sont lancés, tu vois. Malgré la structure, c'est relativement rapide à mettre en place. C'est très rapide. On a mis en place tout ce qu'il faut pour. Mais ouais, c'est un enjeu du quotidien que de réussir à trouver ces différents sillons pour pouvoir pénétrer le marché comme il le faut et ce dans les différentes transversales. Ouais, ok. C'est intéressant parce qu'on voit qu'on ne fait pas toujours des décisions directement liées au business lui-même, tu vois. Par exemple, le chiffre, la marge, etc. Tu peux aussi faire beaucoup de décisions où dans les critères,
tu as toi en fait. Tu vois, c'est-à-dire est-ce que je m'ennuie, est-ce que j'ai fait le tour, est-ce que je me challenge, etc. Et ça, c'est super important. Et t'es déjà arrivé de faire une décision où, par exemple, tu sais que ça va pas forcément être bon pour le business, mais tu le fais quand même parce que c'est bon pour toi? Ouais, bah clairement. Bah, ne serait-ce que, tu vois, si j'étais uniquement orienté argent, je me focuserais pas sur ce business. Je mettrais pas 80% de mon temps, de mon énergie sur entrepreneurs.com. Il y a plein de business, mais 100 fois plus rentables et qui pourraient faire 100 fois plus d'argent avec 10 fois moins d'effectifs que ça, avec les compétences que j'ai aujourd'hui. Tu vois, en termes d'une part de chiffre d'affaires et d'autre part de marge également. Ouais. Donc le simple fait en fait de prendre la décision délibérée de moi personnellement, Alec Henry, continuer à finalement dédier ma vie, mon existence à entrepreneurs.com, à mes clients et à la mission qu'elle défend et aux équipes qui sont derrière moi pour ça, c'est un choix en âme et conscience que je choisis la mission et l'impact plus que le profit. Ouais. Et ça, c'est hyper important d'être aligné avec ça. Tu vois, parce que si j'étais désaligné avec ça, je vivrais dans une frustration constante et permanente où je me dirais putain, mais je pourrais faire ça, pourquoi les autres ils gagnent plus, pourquoi il y a plus de marge, machin. Alors, je suis loin d'être à plaindre, je gagne très très bien ma vie, on construit quelque chose, ça a énormément de valeur, il y a de l'impact, c'est satisfaisant, je suis à l'aise financièrement pour les années à venir et au-delà, mais c'est quand même important de prendre ça en considération quand tu as les compétences de pouvoir presque imprimer de l'argent à la demande de par les compétences et l'expérience que tu as accumulée. En plus de ça, j'ai le réseau qui va avec. Ouais. Donc, je pourrais demain presque claquer des doigts, arrêter ce que je fais et créer une nouvelle boîte relativement rapidement. Et sous 3, 4, 5 semaines, la boîte serait déjà rentable si je la bootstrap ou lever des fonds sur un autre truc si je le voudrais. Ouais. Mais avoir conscience de ces possibilités et quand même faire ce truc-là fait que ça me donne encore plus d'envie et d'énergie pour mettre les bonnes ressources, les bonnes actions, les bonnes choses sur ça pour le faire être encore plus big. En sachant que le fait est que si je le rends encore plus gros, on ne sera pas non plus sur encore plus de rentabilité. Bien au contraire. Ouais. La rentabilité risque d'être dégressive plutôt que progressive proportionnellement au chiffre d'affaires. Plus on grossit, moins on a de renta, on le sait en général. Ouais. Et c'est normal, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, ça en dit long, en fait. Et je pense que c'est une question que les gens peuvent se poser. Est-ce que je fais ça pour le profit ou est-ce que je fais ça pour l'impact ? Ouais. Est-ce que ça m'anime à long terme ? Et est-ce que je ferais ça même si je n'étais pas payé ? Tu vois, typiquement, lorsque j'ai relancé entrepreneurs.com, je l'avais mis en pause pendant un certain temps, quasi en pause, presque il était en sommeil. Les 6 premiers mois, presque 9 premiers mois, je perdais de l'argent, puis à la fin, entre les 6 et 9 premiers mois, j'en gagnais pas, tu vois. Donc, c'est quand même aussi un point à prendre en considération. Est-ce que tu serais prêt pour la vision à faire quelque chose au quotidien sans gagner de l'argent, tout en sacrifiant une bonne partie de ta vie, parce que je bosse pas 3 heures par jour, je bosse beaucoup. Du coup, c'est quand même important de se poser ce genre de questions. Tu l'as raconté cette histoire pendant laquelle, pendant 6 mois justement, tu as relancé entrepreneurs.com, tu l'as déjà raconté ? J'ai déjà raconté dans certains podcasts ou interviews, mais si tu veux, on peut en parler. Si tu veux, on peut en parler. En fait, comment tu as vécu ça ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément voilà, ce que tu as fait concrètement, mais c'est plutôt comment tu le vis au quotidien. Tu vois ? Ouais. Parce que quand tu en parles après, c'est toujours facile, mais c'est vrai que dans l'instant présent, quand tu as un truc que tu relances, etc., que ça marche pas, alors ça dépend probablement que tu avais d'autres trucs à côté qui tournent. Je crois aussi, c'était peut-être lié à la période crypto aussi, de mémoire. Je voulais aussi qu'on en parle. Crypto, C'était avant la période crypto. En fait, Gavé entrepreneurs.com, décembre 2000, pas que je te dise de bêtises, 2020, il me semble, peut-être 2021, je sais plus, j'ai pas envie de te dire de bêtises. On a mis en pause ou quasiment mis en sommeil entrepreneurs.com pendant environ un an et demi. Et durant ces un an et demi, il y a eu entre-temps la période crypto qui a duré, en tout cas publiquement, environ 6 mois. Mais à côté, je faisais d'autres choses, etc. Tu vois, j'ai fait du consulting, notamment pour des belles entreprises, notamment même une boîte cotée. Je n'avais parlé un petit peu. J'avais encore d'autres activités qui tournaient et qui me ramenaient de l'argent. L'avantage, c'est que j'avais créé un écosystème d'entreprise qui fait que dans tous les cas, ça me ramenait de l'argent. Au même titre que je faisais encore des consultings aussi liés à entrepreneurs.com, mais où je vendais moi-même seulement mon temps. C'était l'époque où pour 3 mois, ça coûtait, je crois, 36 000 € le fait de bosser avec moi, donc 12 000 € par mois par client. Ça, si tu veux, j'avais une certaine aisance financière qui fait que j'étais pas non plus à plaindre et je pouvais continuer mon rythme de vie
vie et me focus à 80% sur d'autres choses qui me stimulaient davantage que de déployer ce type de business. Mais rien de bien solide, tu vois. C'est un peu comme si j'étais une sorte de CEO qui avait fait un exit et qui pendant 1 an et demi se cherche et va faire un peu d'advisory et de mentoring à gauche à droite en étant rémunéré et de temps en temps une consultance. C'est tout, quoi. Donc j'étais dans ce schéma-là. Et après, lorsque j'ai pris la décision de le relancer, j'étais seul, quoi. Tu sais, tu passes d'une équipe où on était 20, 25... dans le consultant ? Dans le consultant, puis après entrepreneurs.com, où on était peut-être monté à 30 personnes, etc. Ce qui reste encore une petite équipe, mais on était tous quasi full-time, très dynamiques et très engagés. Et après, tu relances, tu es seul. Donc tu dois te dire ok, qu'est-ce que je vais faire? Je trouve une agence marketing pour m'aider sur le marketing, je vais trouver une agence de closing pour ci ou pour ça, parce qu'en même temps tu es seul, mais t'as pas envie de faire un seul call de closing, t'as pas envie de faire un seul message de setting, t'as pas envie d'écrire un seul truc de copywriting, t'as pas envie de mettre en place une seule automation, t'as pas envie de faire un seul funnel, t'as pas tout ça. Et au-delà de l'envie, c'est la capacité à percevoir la valeur de ton temps d'une part, et d'autre part la compétence, la capacité à identifier que tu es bien moins compétent que plein d'autres, parce que ça fait 3 ans déjà, 4 ans déjà que tu touches plus d'opérationnel. Et du coup, ton degré d'incompétence ayant évolué par rapport au marché, même si tu as une vision macro et non micro des choses, tu dois être en capacité de percevoir quand les personnes que tu as mandatées pour faire des choses le font bien. Sinon, en plus, même si tu as la vision de la stratégie, l'exécution n'étant pas bonne, tu n'as pas les résultats. Mais si tu ne sais pas d'où vient l'erreur, tu ne sais pas pourquoi les résultats ne sont pas bons et quelles variables tu dois changer dans l'équation pour les avoir. Donc en fait, tous ces éléments cumulés font que au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment des erreurs de recrutement, en pensant percevoir la valeur de certaines personnes et en me trompant et du coup malheureusement les gens n'étaient pas forcément à la hauteur du challenge malgré tous les efforts qu'ils y ont mis. On a arrêté les collaborations tout en restant en très bon terme pour certains, en moins bon terme pour d'autres, mais c'est ok. Et effectivement, tu vois, un des points clés, c'est que à un moment donné, j'ai relancé l'ancienne formation pour voir. Je me suis dit non, je n'ai pas envie de faire ça, je ne suis pas aligné. À un autre, on a voulu créer un nouveau produit, ça n'a pas marché au départ. Puis après un autre, je me suis dit ok, je vais faire un truc à abonnement, payer 39 ou 59 € par mois. On va créer la plus grosse communauté d'eux. Puis à chaque fois, tu dois remettre de l'énergie et recommuniquer. Puis à chaque fois, tu te dis c'est le truc, allez-y, let's go. Puis après, tu te dis merde, ça marche plus. Donc qu'est-ce que je fais? Je refound, je délivre, je pivote. Et tu es seul commandant à la barre. Puis après, au fur et à mesure, tu reconstitues des équipes. Alors moi, j'ai eu de la chance quand même, c'est que tu vois, il y a des gens avec qui je bosse depuis 5, 6, 7 ans. Donc même quand il y a eu une pause, j'étais resté en très bons termes. Ils reviennent après. J'ai très très peu de turnover. J'ai créé des relations fortes avec des gens avec qui j'ai bossé. J'ai toujours pu compter, même si Amine est sorti de la partie majeure d'entrepreneurs.com, il est encore là sur la partie advisory et j'ai toujours pu compter sur lui dans les meilleurs comme dans les pires moments face à tous les challenges et obstacles qui étaient possibles. Donc du coup, que ce soit en termes de conseils, en termes de ressources, en termes de réseau, il était aussi là pour contribuer, mettre sa pierre à l'édifice. Donc si tu veux, plus d'autres personnes autour de moi. Donc si tu veux, on ne va pas dire que je suis reparti de zéro parce que ce serait mentir et ce serait biaiser les personnes qui, elles, partent réellement de zéro. Et grand respect pour les gens qui partent vraiment de zéro aujourd'hui, vu la gueule du marché Make Money Online, si c'est leur volonté de développer un projet Make Money Online. Mais j'avais quand même plein d'assets, tu vois, même des témoignages, des choses comme ça et autres. Donc voilà, tout cumulé, c'était pas facile parce que tu crées de la déception auprès des gens. Tu as des gens qui acceptent d'être payés moins malgré le fait qu'ils méritent plus parce qu'ils ont du talent, ils ont un certain niveau, parce qu'ils croient en la vision. Malheureusement, on ne craque pas le code du positionnement, donc la vision, elle s'estompe. Et puis après, ça crée des tensions, de la frustration. Donc les gens après arrêtent et puis voilà. Donc tu dois après recruter d'autres personnes. Puis après, tu te dis merde, j'ai recruté la mauvaise personne. Pendant 4 mois, j'ai perdu du temps. Puis après, tu te dis ok, là, c'est la bonne. Donc tu vas utiliser tout ton organique que tu as. Tu vas générer plein de calls, par exemple. Et puis tu vas te dire ouah, j'ai rempli 500 calls dans le pipe. Mais ton équipe sales, c'était nul parce que ton head of sales, en fait, c'était pas le bon. Puis après, quand tu as enfin le bon head of sales, tu as déjà cramé les 500 prospects. Donc tu te dis putain, comment je fais pour générer des calls? Je peux plus générer des calls. Du coup, maintenant, tu as un nouveau problème, c'est le problème marketing. Mais en même temps, tu te dis bon, il me reste tant de cash que je peux allouer à la relance, mais du coup, il faut que je fasse gaffe parce que machin. Donc tu dois aussi gérer tes finances, ton cash, ton BFR, ton fonds de roulement, ta trésor, ton machin, ou alors tu dois faire de l'apport en compte courant à chaque fois pour refinancer la machine. Donc
voilà, c'est tout des trucs. Et puis après, tu comprends, tu craques le code, tu recrutes les bonnes personnes, tu restructures. Et tu trouves le bon product market fit et rapidement dès que ça remarche, quand tu as une certaine traction, tout de suite en 2-3 semaines tu repasses la barre des 100 cas par mois, 150, 200, 300, etc. Puis ça continue à monter, donc assez vite, donc c'est cool. Et puis après tu crées de nouvelles transversales avec différentes choses pour faire en sorte d'avoir des résultats sympas. Ouais. Donc là, en un an, effectivement, si on part du principe que si on se dit que c'était une reprise et qu'on repartait de zéro, et les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est plus qu'une hyper-croissance, et ça se passe bien, c'est cool. Mais la réalité, c'est que c'est plutôt comme ça, et puis il y a plein de challenges, et encore aujourd'hui, au moment où on se parle, même s'il y a des recrutements stratégiques clés qui sont des recrutements que j'aurais jamais pu penser faire pour la suite et pour mener la boîte, non pas à 10, 15, 20 M par an, mais potentiellement même à 50, 100 M par an un jour, je pensais pas pouvoir les faire il y a un an, mais c'est une vision qui est différente. Ok, d'accord. Et tu avais dit pourquoi tu avais décidé du coup d'arrêter le consultant, pourquoi tu as mis en pause en fait? Alors le consultant, j'ai décidé de l'arrêter parce qu'on a fait l'acquisition du nom de domaine entrepreneurs.com. Okay, donc après c'était la transition. Voilà, la transition, donc prise de décision décembre 2019, voilà c'est ça la date, décembre 2019. On veut arrêter le consultant, on va chercher le nom de domaine entrepreneurs.com. Ouais. Mars 2019, vente pour la dernière fois de notre programme le consultant, pour celles et ceux qui le désirent, 2020 pardon. Avril 2020, lancement de entrepreneurs.com. Sauf erreur, 9 avril 2020, le SVDE, le premier sommet virtuel des entrepreneurs, lancement du premier programme incubateur entrepreneurs.com. Pendant environ 2 ans, effectivement, donc décembre 2021, on run le business entrepreneurs.com tel qu'il est. On fait une pause d'1 an, 1 an et demi, et après on relance. Pourquoi j'ai fait cette pause ? Il y avait plusieurs raisons. Un ras-le-bol global du marché, des difficultés en termes d'acquisition, on ne craquait plus le code, on stagnait, voire on régressait. J'avais eu une grosse problématique sous le CPF. Je faisais du portage avec du CPF, l'organisme de formation qui nous portait à clôturer 1,3 million d'euros de dossiers de CPF. Donc c'était un manque à gagner énorme pour nous et surtout pour nos équipes, également de vente, de closing, et une grande déception. Et après c'est parti dans des histoires et cette personne a clôturé beaucoup de dossiers de plein de gens, donc c'était assez compliqué même pour elle. Le fait aussi que Amine par exemple avait la volonté, l'envie de diminuer sur ça pour potentiellement aller vers d'autres chemins et développer ses propres projets à terme, c'est chose faite et c'est ce qu'il fait aujourd'hui d'ailleurs en parallèle, et il le fait excellemment bien et c'est un truc de fou ce qu'il met en place. Bref, et du coup, et en plus de ça, l'opportunité crypto qui arrive au même moment, crypto NFT, qui fait que tous ces éléments cumulés, on se dit bon, est-ce que ce serait pas bien de peut-être un peu lever le pied, continuer en stand-by sur ça et puis se mettre un peu sur ça, puis voir ce que ça donne, tu vois. Puis finalement, tellement pris dans ça et stimulé, on a plongé dedans complètement, moi en particulier. Et puis on a laissé de côté entrepreneurs.com pour le mettre presque en sommeil finalement. Ok, c'était du jour au lendemain ou c'est progressif? Non, c'est progressif. Ouais. T'as eu le temps de quand même faire une vraie pause, par exemple des vraies vacances, te poser, même pas. Tu n'as pas arrêté du coup? Non, j'ai pas arrêté. Ok, t'es directement parti sur un autre projet? Direct. Ok. Ouais, quand je dis progressif, c'est que on n'a pas du jour au lendemain plus répondu à aucun email et plus bien sûr. de vendre et tout, tu vois. Ouais. Ça s'est fait progressivement. Mais moi en tant qu'individu j'étais toujours dans l'action. Ouais, ok. Et après quand tu t'es relancé, t'étais plus avec Amine? Ton associé donc? Ouais, c'était différent. Donc pour donner le contexte, Amine c'est plus qu'un associé, hein, c'est un membre de ma famille aujourd'hui, on est très très proches. Donc on s'est lancé ensemble, on a créé notre tout premier business ensemble. Et tout de suite, il y a eu ce lien entre lui et moi qui fait qu'on a été extrêmement complémentaires et on l'est encore aujourd'hui, mais d'une façon différente. Et effectivement, à compter de ce moment-là, lui s'est détaché de entrepreneurs.com. Aujourd'hui encore, et depuis la reprise, il agit en tant que, on va dire, advisor, avec un intérêt différent, etc. Mais n'est plus de quelconque façon que ce soit lié de manière opérationnelle, quotidien dans l'entité, quoi. Ça a changé des choses du coup dans ta manière de gérer le business, parce que tu es passé d'associé vraiment à seul au final. C'est ça. Tu es le CEO aujourd'hui encore? C'est ça, ouais. Et là en ce moment même, on est dans une phase où dans les 6 mois à venir,
on est dans des réflexions typiques du type recruter un CEO. Donc je te dis que c'est des réflexions, c'est plus que des et si on devait, c'est fiche de poste établie, scorecard établi, séquence de recrutement en cours, etc. Et si tu veux, pour pouvoir donner un next level aussi à l'entreprise. Et tu mets en évidence un point extrêmement important, c'est que je suis passé d'associé, donc où on est deux, on réfléchit à deux, on pense tout à deux, on valide tout à deux, et on est très complémentaires sur deux axes, à seul. Et du coup, à devoir finalement presque apprendre à être CEO solo. Donc c'était hyper intéressant et c'est hyper intéressant au quotidien. Et un des axes que j'ai mis en place, tu vois, pour réussir finalement à retrouver cet équilibre, c'est que moi j'ai structuré la boîte avec 4 fantastiques autour de moi, je les appelle les 4 fantastiques. Donc j'ai vraiment 4 heads, 4 responsables de pôle qui sont très proches, et 2 autres responsables avec qui, je ne vais pas dire on est moins proches, mais c'est différent. Le CMO d'une part, et puis la personne responsable du produit starter, mais les 4 heads responsables vraiment des pôles, c'est un responsable commercial, t'en parlais tout à l'heure avec le dernier épisode du Déclic notamment, mon directeur des opérations, qui est presque limite comme un bras droit, quoi. Mais bien plus que ça, hein, qui rend possible la vision, qui est mes yeux, mes mains sur le terrain et qui exécute énormément de choses. Le responsable produit sur l'ensemble des produits et qui lui, tu vois, est responsable de tout le delivery. Et responsable communication, qui est la personne qui gère le Déclic, Alec Henry sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, enfin surtout, et entrepreneurs.off, ainsi que les comptes des différents heads sur les réseaux sociaux. Et chacun d'entre eux, en fait, si tu veux, en particulier 2 d'entre eux, je leur ai dit, voilà, vois ton poste comme si tu étais associé et qu'on se tapait dans la main, qu'on était très complémentaires et que tu me disais, écoute, moi, par exemple, je m'occupe du delivery. Tu n'as même pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Tu peux me faire confiance. On aura le meilleur produit qui soit, on aura les meilleurs résultats qui soient, on aura les meilleurs experts, les meilleurs coachs qui soient. Je m'occupe de tout. Et toi, par contre, ainsi que le reste de l'équipe, vous occupez du reste. Et je te fais confiance pour ça, tu vois. Et prends ta place, prends tes responsabilités, etc. Ils n'ont pas de part dans la boîte pourtant. Peut-être qu'un jour, ils en auront. Mais à l'heure actuelle, au moment où on se parle, ils n'en ont pas. Et même certains sont salariés et pas prestataires. Et on évolue de plus en plus vers un modèle aussi où la majorité, voire un jour peut-être l'intégralité des collaborateurs, c'est hypothétique le côté intégralité parce qu'on est dans une industrie où c'est nécessaire d'avoir des ressources extérieures avec du talent aussi, mais où un jour potentiellement une bonne partie des collaborateurs seront que salariés. Parce que pour plein de bonnes raisons, que ce soit des raisons de rentabilité, des raisons d'engagement, des raisons de montée en compétences, des raisons de long terme et stabilité, des raisons de culture d'entreprise, enfin voilà, c'est pléthore. Mais voilà comment j'ai mis en place, j'ai créé plus de granularité dans les responsabilités de chacun en y apposant un cadre et en leur disant voilà, comporte-toi comme si on était associés. Et du coup, je retrouve ce modèle où finalement, tu vois, on est plusieurs et moi j'apporte la vision, je me concentre sur ma zone de génie. Et je reste le CEO de ce navire. Et puis du coup, ça se passe bien. Et quelle est ta zone de génie alors? C'est recrutement, management? Non, ma zone de génie, c'est personal branding, relations, réseau donc, partenariat et vision stratégie. Ok. Donc dans vision stratégie, il y a aussi la partie coaching, consulting. Je suis plus un consultant qu'un coach. Et j'ai remarqué un truc, alors c'est un avantage et un inconvénient. Mais j'en ai tellement fait, mais vraiment quand je dis tellement fait, c'est des milliers d'heures, c'est pas des dizaines de milliers d'heures, sur tout niveau, que j'arrive à tout de suite trouver le truc qui va faire la différence en général dans le business des gens. Et je passe pas par 4 chemins, tu vois, genre il me faut 15, 20, 30 minutes maximum. Donc tu vois, même à l'époque où par exemple un client consulting, ça me prenait 12 ou 15 heures sur 3 mois à gérer. Bah maintenant, on a mis en place un process qui fait que ça dure 4 mois, mais ça ne me prend plus que 4 heures. Et tout le reste, c'est comblé par des experts qui, eux, vont prendre le temps. Mais moi, je prends 30 minutes à 60 minutes avec le client. Je dis ce qu'il a à faire, je dis ce qu'il a à entendre, même ce qu'il ne veut pas entendre. Et je sais que s'il applique ça, ça aura des résultats. Donc, ouais, c'est ça mes zones de génie. Ok. Tu disais dans l'une de tes zones de génie que tu avais le relationnel. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le voient, ce point-là, de l'extérieur. Tu sais, les entrepreneurs, ils parlent en dehors d'Internet, tu vois. On voit tout ce que les autres font, etc.
toi, tu as un peu la réputation d'être le gars qui arrive à vraiment, tu vois, être en relation avec tout le monde. T'es un peu, en tout cas, je sais pas si tu le sais, mais tu as vraiment cette réputation de aller qui va quelque part, tu vois, il va réussir à être bien avec tout le monde. Enfin, tu sais, il rentre, il a. Je suis suisse. Voilà. Tu penses que ça joue? Ouais, je suis suisse, tu vois, je suis neutre. C'est ça. Tu vois, donc j'arrive, même en terrain hostile, mais littéralement, hein, tu vois, même en terrain hostile, j'arrive à faire en sorte que tout se passe bien. Mais donc, tu as cette réputation, en tout cas, d'être le gars qui arrive facilement en fait, à créer du lien. T'es pas le premier à me le dire, effectivement. Voilà, à rentrer dans les réseaux, entre guillemets. Quelle est la méthode en fait, que tu utilises, par exemple, quand tu es arrivé à Dubaï? Donc, avant, tu étais à Londres. Donc, en fait, tu l'as fait plusieurs fois, puisque tu avais en gros ton QG, entre guillemets, en Suisse, au final. Donc, forcément, tu étais proche de la France, etc. Je pense que tu avais probablement des réseaux en Suisse. Il y avait Yomi, peut-être, je crois, qui était par là, dans le coin, à l'époque. Léo Guillot aussi, il y a eu l'époque de Léo. Ouais. Donc, tu avais ce premier réseau-là que tu as créé. Ensuite, tu es allé à Londres. En France aussi. Tu es allé en France. D'abord en France, ok. Créé le réseau en Suisse et en France. Ouais, France-Suisse, c'était la même période à peu près. C'est ça, plus ou moins. Après, effectivement, Londres. Londres aussi, tu as réussi à faire un réseau, à rencontrer des personnes. C'était peut-être moins francophone. Moins francophone. Et même s'il n'y a pas de jugement de valeur ou autre, les personnes qui allaient à Londres à ce moment-là, francophones, c'était beaucoup de dropshippers et d'e-commerçants. Okay. Et ce sont des profils, en tout cas ceux qui étaient là à ce moment-là, où je me reconnaissais un petit peu moins et qui avaient une vision un petit peu touchy du business et autres. Donc, tu vois, quand j'ai pas ce bon ressenti, je préfère juste prendre un petit peu de distance et pas forcément me mélanger. Mais j'ai rencontré des personnes extrêmement intéressantes à Londres. Mais tu vois, les gens, c'est drôle parce qu'à Londres, les gens à qui j'étais le plus proche, finalement, c'est ceux que tu as cités avant, que je voyais aussi en Suisse. Donc, d'accord, donc c'est les mêmes. Ouais, parce qu'ils ont bougé aussi là-bas. Ils étaient aussi à Londres au même moment. Même si on se voyait très rarement, finalement. Mais quand j'étais à Londres, je sortais quasiment pas. Les fois où je sortais le plus, c'était je prenais le chauffeur pour aller à l'aéroport de London City ou Warwick, prendre l'avion, aller faire des séminaires, etc. Parce qu'à Londres, j'y ai vécu pendant presque 2 ans, même si à un moment donné, je suis retourné en Suisse. Et les seules fois où je sortais, c'était pour aller faire des séminaires, des trucs, des machins. C'était pendant une phase où je faisais quasiment que ça. Je prenais des fois 3, 4, 5 avions dans la semaine. Et du coup, en plus de ça, j'étais en coloc. J'étais en coloc avec Amine d'une part et Jason d'autre part, qui était notre bras droit. Donc on était 3 mecs dans l'appart à charbonner toute la journée, comme des fous, et même parfois toute la nuit. Et on était dans une dynamique et dans une inertie qui fait que j'avais pas besoin de m'occuper. Tu vois, éventuellement, on sortait le dimanche pour marcher 10 km autour de la j'allais dire de la Seine, mais de la Tamise, et c'est tout, quoi. Et donc, du coup, tu faisais pas forcément de réseau à Londres? Non, pas trop. Un petit peu, mais pas trop. Et ensuite, tu as bougé à Dubaï. Ouais. Et à Dubaï, là, du coup, tu t'es fait un vrai réseau avec tous les entrepreneurs francophones qu'on peut voir sur Internet de manière générale et ceux qui n'apparaissent pas. C'est quoi, du coup, la méthode que tu vas utiliser, toi? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de feeling dans ça. Mais l'idée, en fait, est d'essayer de trouver une sorte de... Comment dire? De quelque chose, un plan duplicable, tu vois. Ouais. Si je devais décomposer la chose en 3 étapes, c'est très simple. Premier point, deviens le réseau et tu créeras ton propre réseau. C'est-à-dire que le réseau, c'est un flux, c'est pas quelque chose de statique. Il faut comprendre que si tu le gardes pour toi, il va rien se passer. Donc il faut quand même faire très attention parce que ça peut créer des conflits d'intérêts lorsque tu vas recommander des gens autour de toi. Et parfois, malgré moi, j'ai recommandé des gens qui avaient des intentions qui étaient moins bonnes que ce que je pensais et ça a pu créer des situations peu confortables. Mais ça, c'est le premier point. Donc, deviens attractif. Le deuxième point, c'est donne avant de vouloir recevoir. On le dit beaucoup, on le dit souvent, mais fais-le réellement et comprends ce que ça implique derrière. C'est un peu comme ce truc de on t'a donné 2 oreilles, une bouche, c'est pour utiliser machin. C'est un peu la même chose avec le réseau. Moi typiquement, tu vois, par exemple, tu vas être là, je vais dire ah ouais, ok, est-ce que je peux t'aider de quelque façon que ce soit? Ok, tiens, tu cherches des gens pour le podcast, tu m'as donné 2-3 critères, je dis ok, si je pense à quelqu'un en particulier, pourquoi pas, je peux te mettre en relation avec grand plaisir, etc. et autres. Et ça, les gens l'ont compris. La troisième chose, c'est finalement d'être un peu un sniper
et de comprendre qu'il faut réussir à créer une sorte de toile d'araignée. Si tu restes tout le temps dans le même réseau, il ne va pas se passer grand-chose. En l'espace de quelques semaines, tu vas connaître quasiment tout le monde. Par contre, ce qui est fort et ce qui fait vraiment la richesse d'un réseau, c'est de réussir à tisser une toile beaucoup plus large et réussir à connaître les bonnes personnes qui, elles, vont être des têtes de réseau dans différentes catégories de réseaux. Ou aller même oser des fois investir et chercher d'autres réseaux. Moi, j'investis plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par an, juste dans le but de me déplacer, de participer à des événements, de rencontrer ou de rentrer dans des réseaux pour pouvoir rencontrer d'autres typologies d'individus, que ce soit entrepreneurs, investisseurs, C-level, francophones ou autres, de façon à pouvoir étendre mon réseau. Et le dernier point, ça c'est un peu un cheat code qui est difficile à répliquer, c'est le déclic. C'est mon podcast, c'est-à-dire qu'en gros j'interviewe des gens. Quand tu as fait presque 200 interviews, qu'en plus tu fais passer un bon moment aux gens, que tu poses les bonnes questions, qu'ils comprennent que tu as un certain niveau de business de par les questions que tu poses et que tu leur fais vivre une bonne expérience de A à Z dans un cadre professionnel où ils voient qu'ils sont en contact non pas même directement avec moi parfois, mais avec les membres de mon équipe, donc où tout est structuré, tout est processé et qu'on est là pour mettre en lumière l'individu en question, il y a une sorte de dette de réciprocité qui se crée et qui fait que cette personne, il suffit d'un message ou d'un appel pour qu'elle t'ouvre son réseau à son tour. Et encore une fois, on revient sur ce phénomène de toile d'araignée, tu vois. Et après, tu as un dernier point qui est les clients ou même encore un autre, l'ingénierie sociale. Tu vois, typiquement... j'ai des exemples, mais je ne peux pas forcément les évoquer ici. Mais en gros, si tu veux rencontrer quelqu'un qui ne peut pas être accessible ou atteignable, on va dire, je sais pas moi, Elon Musk. Ouais. Et ça peut être une histoire vraie, ce que je raconte, va faire en sorte qu'un proche de Elon Musk te soit redevable pour quelque chose qui pourrait lui être plus facilement atteignable ou accessible qu'un autre. Ouais. Et ça c'est capital, tu vois. Et je prends cet exemple avec Musk, mais ça peut être avec plein d'autres. Et les gens qui peut-être nous écoutent ou nous regardent pourraient se dire, ouais, mais redescends de ta tour, mec, Elon Musk, tu crois vraiment qu'il va t'intéresser à toi? Bah oui, clairement, il y a des gens qui ont clairement moins de visibilité, moins de succès apparent que moi, qui peuvent être en contact avec lui en appliquant juste la stratégie que j'ai évoquée et qu'ils le sont, tu vois, c'est pas du flan. Ouais, bien sûr. Donc c'est capital d'oser et de se dire que quand tu te donnes les moyens des choses, bah, tu les rends possibles. Et le dernier point, c'est l'audace. Les gens qui sont très 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 bons à faire du réseau, c'est des gens qui ont de l'audace, qui osent, qui vont, qui parlent, qui machin, qui des fois même sont un peu inconfortables, qui même des fois vont déranger, mais ils s'en foutent. Tu vois, c'est fou et tu les vois dans les networking, ceux qui restent dans leur coin et puis ceux qui s'en foutent, ils vont, ils discutent, ils machin, ils font des blagues, ils interrompent presque la parole, ils créent des liens, et ça fait les différences, tu vois. Je pense que tu peux rajouter aussi le fait quand tu es sur scène, quand tu speeches sur scène. Ça, c'est un truc que très peu font en réalité, et je pense que c'est un gros impact parce que tu sais, quand tu vas dans un séminaire ou quoi, il y a un gars sur scène, le gars descend de scène, c'est toujours celui-là vers lequel il y a un afflux de monde qui va derrière. S'il a été bon, bien sûr. Ouais, donc clairement, c'est aussi un petit cheat code. C'est un petit cheat code. Ouais. Mais pour ceux qui n'ont pas l'opportunité d'avoir un podcast ou de monter sur scène, je pense que les autres conseils qu'on a donnés peuvent être facilement applicables et accessibles à tous. Que tu aies même 14 ans, 16 ans et que tu veux commencer à développer ton réseau, tu peux. Ouais. Du coup, pour revenir au podcast, ça fait la transition, je voulais en parler. Moi, j'ai observé un petit peu aussi de loin les différentes étapes que tu as eues avec ta chaîne YouTube en particulier, je veux dire. Ouais. Je vois que tu avais fait Instagram aussi à un moment donné en parallèle, mais par rapport à la chaîne YouTube, tu vois, j'ai vu plusieurs étapes. Tu avais d'abord les vidéos, à l'époque où je t'ai connu, c'était des vidéos classiques, voilà, tu parlais à la caméra. Ensuite, tu as voulu passer au format un peu Netflix, gros documentaire, etc. Et ensuite, je crois qu'il y a eu une pause de mémoire. Et après, tu es revenu avec cette idée de podcast. Ouais. Comment tu es arrivé à cette conclusion, tu vois? Ça a été quoi En gros, comment tu pensais pendant toutes ces phases, tu vois? Quelles ont été les décisions qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais faire des documentaires, trucs ultra structurés, gros montage, etc. Avant ça, je crois que tu faisais des tournages où tu louais un lieu de tournage, etc. Et tu tournais, mettons, 40 vidéos en une semaine ou moins. Et puis ensuite, le podcast. Comment tu as eu ces idées
Et aussi, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du podcast, tu vois? Ouais. Alors, pour faire une rétrospective concrète, en 2018, je lance ma chaîne. Et ce que je faisais effectivement, c'était des tournages en batch, plein de vidéos d'un coup comme tu évoquais. Donc je louais pas des endroits, c'était dans nos bureaux ou chez moi ou voilà. Donc je mettais une caméra où il y avait un vidéaste et puis boum, j'enchaînais sur des sujets et j'improvisais à la caméra. Ok, c'est une vidéo qui va en faire sur quoi? Ok, sur ça, il y a 3 bullet points. Ok, go, on y va. Je mets play, j'enchaîne, je discute, sans cut, sans montage, sans rien. C'est ce que tout le monde plus ou moins faisait à l'époque, exact. Donc contenu, genre les 3 conseils pour, le machin pour, machin. Ensuite de ça, il y a eu la phase vlog. Donc là, vlog, on en a sorti beaucoup et ça a bien marché. Puis après, j'ai commencé à vouloir faire des vlogs, donc moins travailler, parce que j'ai fait la phase vlog, peut-être une dizaine, où il y avait quelqu'un qui me suivait, qui prenait l'avion avec moi, qui allait prendre l'hôtel avec moi, qui était partout derrière moi, etc. Et c'est logistique et temps, énergie, argent, c'est quand même de l'investissement. Et puis quand tu veux avoir une vie à côté, c'est plus complexe. Après, du coup, j'ai commencé à prendre mon téléphone et me vlogger au quotidien pour faire d'autres types de vlogs. Ça a moins bien marché, donc on a arrêté cette stratégie. Puis, entre-temps, pendant ce temps, j'avais mis en place des fois des sortes de reportages, témoignages, des choses comme ça pour les clients, bien travaillé, bien structuré. Puis je m'étais dit, ça nous ressemble, parce que moi, je suis quelqu'un de très carré, très cadré, structuré, perfectionniste, parfois même un peu trop, et j'aime le côté professionnel que cela dégage, tu vois. Et voilà, et même la belle image, la belle photo, tu vois. Récemment, j'ai interviewé un gars, c'est un épisode qui sort lundi d'ailleurs, docteur Alexis, je ne sais plus son nom de famille, il va me détester s'il regarde cet épisode, mais c'est un chirurgien, un des chirurgiens les plus connus au monde, qui est fascinant. Et tu vois, un truc dont je me souviens, c'est qu'avant l'interview, je vais voir son site, et sur son site, il montre des vidéos, justement, exemples, parce qu'il forme aussi des chirurgiens, d'intervention. Et c'est filmé, mais d'une qualité, c'est exceptionnel, c'est digne d'un film, tu vois. À la télé, on pourrait mettre ça à la télé, c'est un film, ou un Netflix. Je suis amoureux en fait de ce qui est beau, de l'image, du travail, j'aime quand c'est beau, quand c'est bien fait. Donc dans cette lignée, si tu veux, on a cherché à professionnaliser, à faire du contenu ou des reportages ou des choses comme ça, ou des sortes de vidéos un peu plus travaillées. Là, on est déjà en 2019, 2020, 2021, tu vois, les années évoluent, tu vois, 2021. Et là, en fait, il se passe un truc, c'est cette fameuse pause dont j'ai parlé tout à l'heure. Et surtout, pour la création de contenu, j'en avais, si tu veux, marre de vivre pour partager et plus partager ce que je vivais. Donc, je crée une sorte d'overdose, peut-être même un burn-out finalement de la création de contenu où aujourd'hui même, tu vois, je fais plus de stories où je monte ma tête depuis très longtemps. J'ai dû récemment sortir de ma zone de confort parce que j'ai perdu un pari. On m'a demandé l'équipe de faire ça, mais bon, voilà, je l'ai fait. Mais ça faisait 3 ans que j'en avais pas fait, par exemple, tu vois. J'ai arrêté complètement de publier sur les réseaux, plus de stories, plus de publications, plus rien, et donc plus de vidéos YouTube. Et lorsque j'ai voulu revenir sur les réseaux, je me suis dit, bon, ça me manque de partager. J'ai beaucoup de choses à partager, à apporter. Quel format pourrait me convenir le mieux? Et donc, j'écoutais des podcasts. Et je me suis dit, le format podcast en interview où je mets en lumière non pas mon parcours et ma personne, comme j'ai toujours fait, mais plutôt des gens inspirants, pourrait apporter beaucoup de valeur. Parce que je comprends les tenants aboutissants des gens, tant sur la partie psychologie, humaine, etc., mais aussi la partie business. Donc, autant le mettre en lumière. Et donc, je me suis dit, par contre, j'ai quand même un asset, ce qui est ma chaîne YouTube, qui à l'époque, peut-être avant de relancer le podcast, je sais pas, j'avais 50, 60 000 abonnés, j'en sais rien, qui avait encore une traction et qui cumulait encore des vues tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, de par le travail qui a été fait les années précédentes. Et donc, je me dis, je vais sortir 4 vidéos un peu mal filmées, on s'en fout, mais des premiers épisodes du podcast, en disant, je lance un podcast, on est disponible sur Spotify, Apple Studio, Apple Podcast, allez écouter. Et je ferai que 4 vidéos, tu vois. C'est tout. Et après, j'arrête nouveau la chaîne YouTube. Sauf que je me rends compte que les gens aiment, que les vidéos, finalement, je reprends du goût à le faire. Mais toujours dans cette optique de j'aime les choses bien faites, je me dis c'est cool d'avoir un pote qui tient la caméra et un micro Rode ici. Mais vas-y, on va aller dans un studio. Donc on vient dans un studio comme celui-ci. D'ailleurs, c'est dans ce studio que j'ai fait le premier épisode podcast en studio. Tu vois, donc vraiment dans celui-ci. Donc c'est cool.
Après, cette même boîte dans laquelle on est, parce qu'ils louent des studios, ils ont ouvert un autre, donc je suis allé dans un autre, puis après dans un autre à Paris, puis j'ai fait 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 épisodes vidéo, studio, production, etc. Et aujourd'hui, on est dans un studio télé où on est sur une prod qui coûte plusieurs milliers d'euros par épisode, voire même ça pourrait coûter près de 10 000 euros, voire 10 000 euros par épisode de production. Il y a 10 personnes derrière, que ce soit au niveau ingé son, producteur, scénariste, directeur, les différents mecs derrière les caméras, maquilleuse, la responsable du déclic, plus après toute l'équipe derrière. Donc c'est vraiment de la logistique et ça nous permet aussi de sortir du cadre de ce qui se fait sur YouTube actuellement par la plupart des influenceurs, youtubeurs, infopreneurs, d'aller chercher aussi une typologie d'invités qui a l'habitude des plateaux type plateau télé, etc., ou d'un niveau de production comme par exemple l'effet sur YouTube par Hugo Décrypte, qui lui est sponsorisé par France 2 dans ses productions typiquement, où nous on fait même pas de placement de produit, on n'est pas sponsorisé, hein, c'est vraiment uniquement financé par entrepreneurs.com pour le plaisir de partager et de mettre en lumière nos invités. Et voilà comment j'en suis venu à créer le podcast Le Déclic de A à Z et cette évolution que tu as vue sur YouTube. Et petite confidence dont j'ai parlé à personne et nulle part, c'est là le 12 avril, on a une grosse réunion contenu, réflexion sur les mois à venir, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'en fait ça me manque de créer du contenu vraiment de haute valeur. Où tu es tout seul, tu veux dire ? Tout seul, où je fais des vidéos, tu vois, de 30, 50, 60, 90 minutes, où j'apporte vraiment des trucs qu'on ne trouve pas sur le marché, qui sont dans des formations payantes. Et même des fois, j'ai envie de prendre tout le contenu qu'on a sur des formations payantes et de donner tout au marché, quoi. Pourquoi j'ai cette envie de donner, de partager, de redistribuer, va savoir. La seule chose qui me retient, c'est que je sais que malheureusement les gens n'accordent pas de valeur à ce qui est gratuit et que seule une minorité, un faible pourcentage de gens vont vraiment appliquer ce que je vais délivrer et que la plupart du coup vont malheureusement regarder ça comme un Netflix. Je trouve ça très dommage. Donc voilà, on est en réflexion là-dessus. Peut-être qu'au moment où, je sais pas, quand tu sortiras cet épisode, il y aura une vidéo sortie sur ma chaîne comme ça. J'en doute, parce que c'est vraiment un sujet, si on le fait, c'est qu'on est sûr de nous et on réfléchit beaucoup à ça. Mais c'est possible, c'est un axe. Ok. Et tu penses quoi du coup de l'avenir des podcasts ? Tu vois, aujourd'hui, tout le monde en lance. Enfin, il y en a beaucoup. Pas tout le monde, mais beaucoup de personnes commencent à lancer un podcast. On en voit venir de plus en plus sur le marché. Il y a cette fameuse stat qui dit que la plupart des podcasts ne dépassent pas les 20 épisodes, etc. Quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est déjà un gros filtre parce que moi-même qui ai un podcast avec Lionel que tu dois connaître, Lionel Tonato que tu connais bien. J'adore Lionel. On a fait bien d'ailleurs. Il va super bien. Il est à Dubaï. Il part aujourd'hui de Dubaï. Il est passé là il y a récemment. Trop bien. Il est toujours dans Google, tout ça ? Non. Non. Là maintenant il est agence. Ah ok, trop cool. Et du coup on a fait un podcast ensemble parce qu'il est à Maurice aussi. On est tous les deux à Maurice et on s'aime bien, etc. Donc on a voulu faire ce podcast à deux. Mais voilà, tu vois qu'il y a quand même une vraie barrière à l'entrée. Nous à Maurice on n'a pas de studio, on doit déplacer notre matos et tout à chaque fois, installé dans un bureau qu'on loue. Enfin c'est un cowork mais c'est un bureau fermé, etc. Donc il y a une vraie barrière à l'entrée, tout le monde ne va pas tenir le rythme. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette évolution, tu vois ? Est-ce que toi, tu vois une vraie avenir pour ton podcast ? Comment tu penses que ça va se dessiner ? Ouais. Si je voyais pas d'avenir, je n'investirais pas autant dans le podcast. Donc oui, je vois un vrai avenir pour le podcast Le Déclic. Je vois un vrai avenir aussi pour le marché du podcast en francophonie. Podcast entrepreneurial, je parle ici. Au moment où on se parle, le podcast Le Déclic, on oscille entre la 3e et la 8e, 9e, voire 10e quand ça va mal, place du podcast le plus écouté en France dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc on a quand même une bonne place et on voit la data et on voit comment les choses évoluent. Maintenant, effectivement, beaucoup de gens en créent, beaucoup de gens en ont créé et il y a un phénomène qui est clair, c'est que il y a énormément de gens qui en ont créé, qui ont déjà arrêté. Donc finalement, il y a une sorte de filtre qui se fait par les barrières à l'entrée, par
la persistance, t'en as qui le créent, puis qui pendant 9 mois vont pas sortir d'épisode, puis après quand ils vont ressortir un nouveau, ils vont penser que tous leurs viewers et leurs auditeurs les attendaient pendant 9 mois. Non, Coco, ça se passe pas comme ça. Donc ça, c'est important de le dire. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque créateur de contenu qui crée un podcast éduque une partie de leur audience au format podcast, et donc ça leur permet après de découvrir d'autres podcasts. Et si ton podcast est bon, attractif, avec les bons invités, les bonnes questions, et que tu donnes vraiment énormément de valeur, et bien derrière, ça va permettre aux gens de rester auprès de toi. Un point qui est important, et la question qu'il faut se poser, c'est comment créer un podcast qui fait la différence et qui va rester dans le temps. Déjà, c'est la récurrence. Premier point, le plus important. Deuxième point, c'est les sujets avant les invités. La capacité à trouver des sujets qui sont intéressants pour ton audience. Troisième point, c'est les invités. Le quatrième point, c'est la pertinence de la valeur que tu vas vraiment apporter derrière, et le fait d'apporter à chaque épisode, pas forcément plus, mais quelque chose qui vraiment donne envie. Et le dernier point, c'est notamment dans les podcasts où tu invites des gens, c'est de faire le podcast pour la bonne raison. Tu vois, je vois trop de gens, même encore récemment, quelqu'un qui est brillant, qui comprend l'humain, qui sait poser les bonnes questions, qui fait un podcast avec quelqu'un qui a beaucoup de visibilité et qui est un bon client pour ce type de format, mais qui coupe la parole, qui saute d'une question à l'autre, qui va pas en profondeur, et tu ressens... Moi, j'ai une grille de lecture qui est différente du coup, de par mes années de création de contenu, la côté business et la compréhension du podcast. Tu ressens que la personne ne le fait pas pour la bonne raison. Il le fait et il invite cette personne pour se mettre en lumière lui, et pas mettre en lumière son invité et apporter de la valeur à l'audience. Et l'audience, aujourd'hui, elle est éduquée, le marché est éduqué. Les gens en ont marre qu'on les prenne pour des cons, que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans la vente de produits numériques ou dans la vente de produits physiques. Et ça vaut pour tous les domaines. En particulier le monde du podcast et les marchés saturés. Donc, si tu veux te différencier, il faut absolument que tu aies conscience de ça et que tu fasses les choses pour les bonnes raisons et que tu te dises, si je me mets à la place de mon auditeur, mon audience, qu'est-ce que je veux entendre ? Quelle posture je dois avoir en tant qu'intervieweur pour mettre en lumière mon interviewé et pour lui permettre vraiment d'apporter le maximum de valeur à ceux qui nous écoutent et qui nous donnent le bien le plus précieux qu'ils ont, c'est-à-dire leur temps et leur attention. Et qui restent et qui reviennent mardi prochain, jeudi prochain, peu importe, la semaine prochaine et toutes les semaines, et qu'en plus ils font l'effort de mettre les 5 étoiles, mettre l'avis, et qu'en plus ils font l'effort de partager, et qu'en plus ils font l'effort de recommander. C'est ça qui va donner de l'attraction à ton podcast. Donc l'avenir, voilà, pour répondre simplement et de manière synthétique, il y aura un grand nettoyage de pas mal d'acteurs qui sont là pour les mauvaises raisons, mais qui vont nous permettre d'éduquer massivement. Et du coup, ceux qui vont rester et qui vont innover et qui vont appliquer les conseils que je t'ai donnés vont pouvoir capter 90% de l'audience podcast en francophonie. Et ça marche dans tout marché, parce que ça se passe déjà aux États-Unis. Ouais, il y en aura très peu au final qui vont passer ce filtre. T'es content aujourd'hui des résultats que tu as pu avoir avec le podcast ? Très content. Ok. Tu as des objectifs pour ce podcast ? Non, tu sais, on a les OKR, mais tu vois, typiquement, c'est pas un OKR du type passer les 100 000 abonnés sur YouTube. C'est plus des OKR de nombre d'écoutes, d'interactions, de nombre d'avis, de feedback aussi, de typologie d'invités qu'on a. Donc, c'est plus ce type d'OKR. De nombre d'écoutes mensuelles sur les plateformes audio. On teste plein de trucs, tu vois, c'est comme là par exemple on s'est fait solliciter à plusieurs reprises par différentes personnes pour faire des partenariats, des épisodes sponsorisés ou carrément mettre, je sais pas comment t'appelles ça, mettre pendant ton podcast un encart, un truc comme ça, mais que sur les épisodes audio. C'est plus facile de vendre des emplacements sur les épisodes audio de manière éphémère. Donc là je crois qu'on va le faire avec, il me semble, je sais pas si je peux les citer, mais un grand logiciel mondialement connu et puis une banque mondialement connue aussi. On va tester, tu vois, mais c'est pas le but de monétiser. Tu vois, en gros, que ce soit ce logiciel ou cette banque, sur, je crois, l'équivalent de 3 mois, on va gagner même pas ce que nous coûte un seul épisode à produire. Tu vois, donc c'est pour voir et tester ce que ça donne et puis on évolue, mais l'intention c'est de donner un maximum de valeur à l'audience. Et ça crée une dette de réciprocité, tu vois. Nous on le voit, hein, même aujourd'hui nos clients, même si on monétise pas via le podcast, il n'y a pas de call to action quelconque, il n'y a pas de lien dans la bio, il n'y a pas de retargeting sur les gens du podcast, vraiment on fait rien de tout ça. Et pourtant
quand je fais des pubs via Alec Henry ou entrepreneurs.com, on constate que on a, je dirais bien, 60 à 70% des nouveaux clients qui sont fans du podcast Le Déclic. Ah, j'ai écouté le podcast, donc j'ai vu que tu faisais une pub, j'ai réservé un appel, je suis venu à cette conférence, j'ai fait ça. Et c'est cool. Ouais, c'est un écosystème dans l'ensemble. Tu vas avoir par exemple de la publicité, ils vont rentrer dans le tunnel de vente, ils vont écouter les podcasts, etc. etc. Ouais, c'est ça, ou même ils vont même pas rentrer dans le tunnel, mais le tunnel c'est YouTube, quoi. Le tunnel c'est le podcast, quoi. Et il y a un point, si on parle vraiment purement des intérêts business du podcast, c'est déjà le réseau, mais c'est aussi et surtout les gens, quand ils m'écoutent poser les questions, ils comprennent vite que je sais de quoi je parle. Et je pose des questions à certains CEO, même de grosses boîtes qui ont monté même des licornes, etc., que si j'étais une bille en consulting et que je ne comprenais pas comment ça marche n'importe quel type d'entreprise, je ne poserais pas ces questions. Parce que il faut l'avoir vécu ou il faut l'avoir vu pour comprendre et anticiper les problématiques auxquelles tu vas faire face lorsque tu es dans certaines phases de croissance ou autres, pour pouvoir poser la question et anticiper le problème et donc tout de suite aller à la solution que moi je veux donner à l'audience. Donc beaucoup de feedback du type quand j'entends les questions que tu poses, je comprends que tu es en capacité de m'aider, donc j'ai réservé un call pour pouvoir me faire accompagner par toi et tes équipes, tu vois. Et ça, c'est un vrai intérêt business pour nous. Est-ce que aussi le podcast, ça peut pas être, tu vois, on le voit sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans la création de contenu. Ils ont pas mal de barrières quant à trouver des idées, par exemple aussi même se montrer, etc. Quand tu fais un podcast, t'es pas le centre de l'attention, tu as d'autres personnes, etc. Est-ce que c'est par exemple un format que tu conseillerais à une personne, tu vois, typiquement qui pourrait regarder cette vidéo, qui se dit tiens, j'aimerais bien me lancer dans la création de contenu, mais les formats YouTube classiques, c'est pas top, etc. Pourquoi pas un podcast qu'il soit en présentiel, ou aujourd'hui on peut faire des podcasts à distance. Tu disais que tu étais amoureux, tu vois, de l'image, de la technique, etc. Mais j'ai Romain Payès, tu vois qui c'est. Lui, il a un podcast dans la bourse, il le fait 100% à distance. C'est une visioconférence avec son associé dans le podcast qui est en France. Lui, il est à Maurice. Donc, il y a tout un tas de formats. Qu'est-ce que tu dirais, tu vois, une personne qui se lance aujourd'hui dans la création de contenu vis-à-vis de ce point de vue-là ? C'est une bonne question. Moi, je pense que la première des questions à se poser, c'est quel type de contenu veut consommer mon audience et dans quel type de contenu je suis le plus à l'aise. Et donc, quel type de contenu va tester. Et donc, quel type de contenu va créer un environnement qui est favorable à ma capacité à délivrer un maximum de valeur à mon audience, qui va lui permettre de rester et qui va lui permettre de gagner en confiance à mes côtés et donc de potentiellement un jour devenir client, si c'est ton objectif. Si c'est le podcast, c'est le podcast. Si c'est le vlog, c'est le vlog. Et si c'est des contenus X, c'est des contenus X. Donc, c'est important de se poser ces deux questions, je pense. C'est vrai que le podcast, c'est très facile à créer. Comme tu dis, là, typiquement ton ami que je connais aussi d'ailleurs, c'est aussi un ancien. Tu te connectes sur Zoom, tu mets une bonne caméra, tu mets un bon micro, tu enregistres le truc, t'envoies ça à monter et encore t'as peut-être même pas besoin, tu mets une intro et truc sur Camtasia et puis c'est bon, tu publies avec une petite miniature et un template de description. Voilà, tu vois, tout le monde peut le faire. Donc c'est vrai que c'est hyper accessible. Un truc qui est certain, c'est que, et on le voit même avec là un Américain qui se filme pendant des vidéos de 4, 5, 6 heures à la salle, et tout, il a tout explosé, tout le monde en parle. Le format RAW, le format brut est de plus en plus au goût du jour et à la mode, et les gens veulent de plus en plus d'authenticité, de transparence. Donc parfois aussi, il ne faut pas se prendre la tête, et ça se trouve juste poser ton téléphone et partager un message, ça marche. Je te donne un exemple concret. Ça m'arrive rarement, mais souvent le mercredi soir ou le jeudi, je vais scroller un petit peu sur YouTube parce que c'est le jour ou le lendemain d'une publication des podcasts. Et du coup, je vais voir un peu les stats et je me perds un peu dans YouTube. Et à ce moment-là, je crois que c'était du coup hier ou mercredi soir, je vois une suggestion de vidéo YouTube. Et c'était un jeune qui doit être tout juste majeur ou encore mineur. Et c'était une vidéo qui s'appelait Un message à ma génération. Elle durait genre 16 minutes, la vidéo. Et le mec, il avait vraiment littéralement mis son téléphone à cette hauteur-là, devant sa fenêtre. Il est posé dans sa chambre, dans son bureau. Et il partage un message quasiment sans cut, je crois, ou sans montage. Juste à un moment donné, il tourne son téléphone pour montrer le soleil qui se couche. Enfin bref. Et tu vois, ultra brut, où il partage un message. La forme
n'est pas travaillé, le fond est profond, est recherché, est réfléchi, mais le mec, il n'a pas scripté sa vidéo. Et il a pas il partage vraiment son truc. Il a juste un message fort qui lui tient à cœur à véhiculer. Résultat des courses, le gars a peut-être 500 ou 1000 abonnés. Il a sorti peut-être 6 vidéos dans sa vie. Cette vidéo, ça faisait 1 ou 2 jours qu'elle était sortie. Elle faisait, 50, 100 ou 200 000 vues, des milliers de likes, des centaines ou des milliers de commentaires, de gens qui interagissaient sur son truc, de tout âge en plus, tu vois, des jeunes, des vieux, et c'est ça qui est beau justement avec la création de contenu, c'est quand tu crées un contenu fort, puissant, authentique, qui vient travailler les émotions des gens et qui reconnecte les gens finalement à l'humain et ce pourquoi ils consomment du contenu, tout le monde a sa place sur les réseaux et tout le monde peut démarrer. Donc pour répondre parfaitement à ta question, finalement, qu'est-ce que je recommanderais à quelqu'un qui démarre ? C'est vraiment ça, c'est quel est l'environnement qui me permet de véhiculer au mieux ce que j'ai envie de partager pour mon audience de manière la plus authentique possible, et qu'est-ce qui lui plairait le plus à cette audience de consommer pour pouvoir être présente, être là et me permettre de monter grâce à son engagement et sa présence. Ok, quelque chose qui est très difficile à faire d'ailleurs, tu vois, de vraiment arriver à partager, transmettre des émotions, à avoir un fond qui est très profond aussi. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire. Quelque chose qu'il faut que je travaille d'ailleurs encore. C'est quelque chose qui était inné chez toi ou que tu as dû travailler ? Non, moi je suis comme toi, je suis trop dans le cerveau. Du coup, quand tu es trop dans le cerveau, tu es trop dans le OK, petit 1, petit 2, petit 3, OK, les machins et tout. Mais tu vois, c'est bien, moi j'aime bien ce type de contenu et je te comprends à 100%. Mais le podcast, par exemple, m'a permis d'être... moi, je peux me permettre d'être carré parce que c'est mon rôle. Je suis là pour interviewer, mettre en lumière, c'est préparé, l'équipe a préparé des fiches, moi j'ai pris connaissance des fiches, tac tac. C'est carré, comme j'aime, et donc je contrôle, je maîtrise, et mon job après c'est de mettre en lumière. Par contre, je pose la question, j'ai aucune idée de la réponse qui va sortir. Donc mon invité, lui, peut se permettre de, tu vois, apporter cette authenticité, cette énergie, cette fougue, cette folie, ces dramas même parfois que l'audience a envie d'entendre. Et après c'est à moi, soit de recadrer, soit d'amplifier, tu vois. Et du coup, c'est le format qui me correspond, tu vois, pour apporter un maximum à l'heure actuelle. À toi de trouver aussi ton format justement, mais c'est une question qui est pas simple à répondre, encore plus dans notre marché, tu vois, étant plus ou moins dans le même marché, c'est pas si simple. Moi je pense que je l'ai trouvé le mien, tu vois, il y a très récemment. Tu vois, au final, après des années de YouTube, c'est clairement pas inné le fait de faire des vidéos sur YouTube. Et au final, c'est vraiment quelque chose de très récent que j'ai trouvé, que ce soit dans la fréquence, dans la façon de le faire, dans la façon de le tourner, où est-ce que je le tourne, etc. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment prendre du temps au final à trouver en réalité. Complètement. Aujourd'hui, puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps, par rapport à la stratégie, tu vois, que toi tu utilises dans ton business, on voit beaucoup de personnes, tu vois, qui font du business en ligne, etc. D'un point de vue extérieur, on a parfois du mal, je pense que beaucoup de personnes ont parfois du mal à comprendre le business. Dans les faits, c'est relativement simple. De tout ce que j'ai vu, la plupart des business que je rencontre, que je vois, ils sont assez simples. Il y en a qui sont très compliqués, mais en réalité, si tu te recentres sur quelque chose, si tu arrives à bien gérer ton business, tu vois, le truc est assez simple. Toi, aujourd'hui, comment fonctionne ton business si tu devais l'expliquer, tu vois, à quelqu'un qui vraiment débute complètement, pour qu'il comprenne en fait qu'est-ce que ça nécessite de mettre en place pour arriver à des niveaux, par exemple, comme tu as atteint ? Déjà, c'est une question d'état d'esprit et il y a vraiment un monde, j'en parlais encore hier soir, entre faire de l'argent sur Internet et avoir un business sur Internet. Avoir une entreprise qui grandit et qui évolue grâce ou sur Internet. Donc déjà, quand tu te mets dans cet état d'esprit, tu comprends la différence entre tu es derrière ton ordinateur en mode digital nomade, tu lances 2-3 formations, 3-4 tunnels de vente, quelques ads, un webinaire tous les dimanches, et puis tu vends, puis tu as 3 VA par ici, 2 prestats par là, et tu fais 10, 15, 20, 30, 50 000 euros par mois. Ça, pour moi, c'est faire de l'argent sur Internet. Si tu veux évoluer comme il le faut, et ce que je vais te dire, faut pas l'appliquer maintenant dans votre business. C'est un peu comme si tu me demandes à moi c'est quoi ma routine, alors que j'ai un environnement qui est spécifique et j'ai des moyens qui sont différents de la plupart des gens. Et si tu démarres, va pas essayer de faire ça. Donc
tu dois réfléchir ton business comme une entreprise, à la hauteur de l'ambition que tu as et des envies que tu as, etc. Tu dois être en capacité de structurer, de recruter les bonnes personnes, de payer bien les bonnes personnes, de prendre les bonnes décisions, de te concentrer sur ta zone de génie, de passer plus de temps sur la stratégie que l'exécution. Et un point sur lequel je te rejoins, c'est que quand tu es dans une phase de scale, au début, il y a toujours un peu de chaos parce que tu te cherches. Mais quand vraiment tu vas chercher du résultat, on revient à des choses qui sont relativement simples et tu viens simplifier tous les process. Nous, on a vraiment des sujets lorsqu'on fait des Head Summit ou autres, des réunions tous les quarters avec nos différents responsables de pôle, et même toutes les semaines, on fait des sortes de mastermind entre nous dans l'entreprise. C'est un des sujets, c'est less is more. Et comment on fait pour supprimer un maximum d'outils, supprimer un maximum d'énergie, parfois même diminuer de l'humain, tu vois, pas forcément pour remercier des gens, mais pour, par exemple, comment on pourrait, avec moins de ressources humaines, faire encore plus de clients, ou avec ces mêmes ressources humaines, et multiplier par 4 notre productivité sans pour autant essorer ces gens, et en nous permettant du coup de les rémunérer encore plus, parce que du coup on va pouvoir créer plus de valeur grâce à eux. Toutes ces questions, en fait, en intégrant par exemple de l'IA, en mettant plein de choses en place. Donc ouais, c'est penser différemment finalement, mais de se dire que c'est jamais acquis et qu'il faut toujours évoluer. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, par exemple au moment où on se parle, je suis dans une phase de chaos parce que je dois passer et je veux passer à la prochaine étape. Hier aussi, j'étais dans une phase de chaos qui m'a permis de passer à l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui. Et avant-hier, j'étais aussi dans une phase de chaos qui m'a permis de... Et tu as des phases où tu peux prendre la décision volontaire de stagner ou de stabiliser ou de régresser un petit peu pour ensuite réavancer, etc. Et c'est OK, tu vois. Moi, je connais des gens qui ont des business avec 3, 4, 5, allez, 8% maximum de croissance par an. C'est déjà très, très bien. Et qui sont contents de le faire comme ça et qui avancent dans un business tranquille et qui leur permettent d'être 4 heures par jour dans le business. Ils ont tout délégué, structuré. Ils ont un CEO, un directeur général ici. Ils ont des pôles, machin. Voilà. Donc, je ne parle pas ici que de business en ligne, hein, je parle d'entreprise. Et d'autres où non, c'est 5% de croissance par mois, 50% par an minimum. Sinon, l'objectif n'est pas atteint. Croissance accélérée, bootstrap, certains, ou levée de fonds pour d'autres. Et ils sont stimulés par ça, ils veulent que ça. Et puis même, un projet ne leur suffit pas, donc ils en font plusieurs. Et moi, je suis un peu dans ce type-là, tu vois. Ouais. Je suis un peu dans ce type-là. Mais j'ai accepté d'être dans ce type-là, tu vois, et j'ai compris qu'il ne fallait pas lutter sur ça, mais qu'en même temps, il fallait quand même m'équilibrer. Tu vois, donc j'ai un environnement qui me permet d'être équilibré, que ce soit un mentor, des coachs, Amine également, ma copine aussi, qui me permet de justement prendre un peu plus de pause et d'être équilibré, etc., sur pas mal de sujets. Et au départ, ça peut paraître difficile et challengeant, surtout pour quelqu'un comme moi qui est tout le temps dans, tu vois, limite, je créais presque un sentiment d'insécurité quand je ne faisais pas quelque chose, alors que j'ai aucune raison d'être dans l'insécurité, mais tu culpabilises, putain, mais je dois avancer, je dois faire des trucs et tout, je pense que tu as déjà vécu ça. Et après, tu te rends compte qu'en fait, c'est parfois bien aussi de savoir temporiser, reculer pour pouvoir avancer davantage ou se concentrer sur l'essentiel, et que finalement, il n'y a pas mille à un feu. Et il y a des fois même où pendant 2 jours, 3 jours, tu ne fais rien dans ton business parce que ça tourne en fait. Et puis, il n'y a pas besoin de faire des trucs pour faire des trucs. Faire pour faire, c'est pas ça qui va faire des résultats. Donc, ça dépend vraiment de ton stade de business, de tes ambitions. Si aujourd'hui, toi, tu veux créer un business lifestyle et faire 50 ou 100 000 euros de marge par mois, d'être tranquille et de sécuriser pour pouvoir ensuite investir, ou si tu veux créer une boîte à 100 M, on n'aura pas du tout la même vie, tu vois, même si on a le même business, même si on est au même stade de business. Donc ça, c'est hyper important à accepter. Ok, pour toi, le chaos, c'est synonyme de croissance. À un moment donné, si tu veux croître, il faut être dans le chaos. Alors, il y a 2 types de chaos. Tu as le chaos quand c'est la merde. Et tu as le chaos quand tu es en hypercroissance. Mais okay. Souvent en hypercroissance, il y a du chaos. Ok, toi, tu es heureux dans le chaos? Parce que du coup, c'est ce que tu disais. Ouais. Tu as envie, enfin, tu as besoin peut-être aussi un peu de ça. Parce qu'indirectement, si tu n'as plus le chaos, en fait, on se fait un peu chier au final dans le business. Tu vois, alors moi, le truc est assez plat, etc. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je suis heureux dans l'évolution. On a 6 valeurs chez entrepreneurs.com. La valeur numéro 1, c'est l'évolution.
Donc quand je dis évolution, c'est évolution de l'entreprise, de l'impact, du chiffre d'affaires, de nombre de personnes aidées, etc. Mais aussi évolution à titre personnel en tant qu'individu et évolution par rapport à l'équipe. Tu as une phase en tant qu'entrepreneur où souvent tu vas te vanter j'ai investi tant sur moi, machin. Franchement, je compte même plus combien j'ai investi sur moi. Je peux même pas te donner le montant. Par contre, je sais combien je dépense tous les mois pour investir dans la montée en compétences de mes équipes. Et on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pourquoi ? Parce que c'est capital lorsque tu sais que tu veux avancer avec des gens, parce qu'humainement, tu les considères avant tout pour les personnes qu'ils sont et pas pour les compétences qu'ils ont. On va même aller plus loin. Tu as conscience que peut-être ils ne sont pas les personnes les plus compétentes aujourd'hui à ces postes, mais par contre, tu leur fais confiance, tu les gardes et tu as envie de les faire évoluer et tu sais que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il y a de fortes probabilités qu'ensemble, on soit encore ensemble et qu'on avance ensemble et que ces personnes aient évolué en partie grâce à toi. Et en acceptant aussi que la vie fait que parfois certains vont te quitter, mais que tu seras aligné avec le fait qu'il y a eu un bout de chemin qui a été fait ensemble et que grâce à toi, ces personnes ont évolué, qu'ils soient ou pas redevables. Mais c'est hyper important, tu vois. Et moi, aujourd'hui, un de mes focus, c'est aussi de laisser du temps à certains membres clés de mes équipes pour leur permettre de monter en compétences. Donc certains veulent une formation, si c'est pertinent, donne une formation. Veulent un coaching, c'est pertinent, coaching. Si c'est consulting, consulting. Si c'est même un voyage, billet d'avion, machin, c'est pris en charge parce que ça fait partie des trucs qui vont faire la différence. Et c'est même peut-être une petite phrase, un petit machin qui va être implémenté dans un des pans de la boîte ou autre, qui va faire une grande différence et qui va être rentabilisé 100 fois. Ok, donc aujourd'hui, quand même, toi, tu cherches tout le temps à, on va dire, challenger un peu ton équipe, ce qui peut créer aussi un peu de chaos. Ouais. Et derrière de la croissance en revanche. Je vais te partager une anecdote très récente. Alors, c'est pas du tout à mon avantage. Je sais pas si je devrais dire ça, mais ça fait partie du quotidien d'un entrepreneur, tu vois. Il m'est arrivé un truc lundi, c'était la première fois de ma vie d'entrepreneur que ça arrive. Je te disais que j'avais très peu de turnover et que les gens sont plutôt très contents de bosser avec nous, / avec moi. Samedi dernier, j'ai tellement poussé à bout de par mon niveau d'exigence une de nos collaboratrices que le dimanche midi ou soir, je sais pas, en tout cas je l'ai vu le lundi dans ma boîte mail, elle a démissionné sur le champ, arrêt, rupture de contrat avec immédiateté, quoi. Donc tu vois, ça c'est clairement, tu crées le chaos. Et cette situation, on l'a eu parce que on est en hyper-croissance, parce que on doit agir rapidement, parce que quand tu agis rapidement, des fois tu fais des erreurs, des fois ces erreurs te font perdre de l'argent, parfois des grosses sommes, ou plus ou moins grosses sommes. Là, c'était quelques milliers d'euros, mais bon, c'était plus la symbolique qui faisait que ça m'a excédé. Et du coup, réaction émotionnelle, impulsif. Alors, j'ai pas insulté, voilà, mais ça a été exigence, quoi. Exigence, très mal interprété, très mal pris. T'as 2 options face à ça. Soit tu te remets en question et t'acceptes, soit tu te remets pas en question et tu répulses. C'est l'option 2 qui a été choisie. Je comprends tout à fait. J'ai aucune animosité et je souhaite le meilleur à cette personne, vraiment sincèrement, qui a beaucoup de talent. Mais qui n'était pas forcément à sa place à ce moment-là, peut-être dans l'entreprise. Et du coup, démission, quoi. Donc tu vois, on peut arriver à ce niveau-là aussi, parce qu'il y a un niveau d'exigence qui est élevé. Mais il faut savoir une chose, c'est que si moi, je me permets d'avoir un niveau d'exigence élevé auprès de certains individus, j'ai un niveau d'exigence encore plus élevé auprès de moi. Bien sûr. Tu vois, oui, il faut être l'exemple, c'est clair. Il faut être l'exemple, ou en tout cas tendre à essayer de l'être, et puis ne jamais être satisfait de ce que tu vas produire. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce podcast. Avec plaisir. Moi, ça me faisait vraiment très plaisir de le faire parce que, tu vois, comme je l'ai dit au début, ça a été une bonne partie, on va dire, de mes débuts. Un petit peu ce qui m'a lancé, ce qui m'a donné aussi envie de faire ça, de faire le business model en vrai que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, merci en tout cas. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Chaîne YouTube, peut-être le déclic. De toute façon, on en a parlé. Je mettrai le lien dans la bio. C'est ça. Toute personne qui sait utiliser Google tape Alec Henry sur Google et me trouvera sur le support qui lui plaît le mieux. Mais en tout cas, je rebondis. Tu vois,
tu es la raison d'être de entrepreneurs.com et de beaucoup de mes actions. Tu es l'exemple même. Tu verbalises le fait que on a été un des éléments qui t'a lancé, qui t'a mis dans ça, voire l'élément qui t'a lancé, qui t'a mis dans le business en ligne et qui a indirectement changé ta vie et dans ton quotidien aussi, avec tout ce que tu as mis en place, tu as aussi inspiré et changé la vie de pas mal de gens. Donc il y a un effet domino derrière qui se crée et ça c'est concret, c'est factuel, c'est des résultats tangibles qu'on peut voir année après année. Et des gens comme toi, il y en a des dizaines, des centaines qui ont eu des résultats exceptionnels, certains même à d'autres échelles. Et ça me fait extrêmement plaisir du coup d'avoir pu faire ce podcast. C'est pour ça que directement j'étais enchanté et on a tout de suite trouvé un créneau pour se voir et puis faire cet épisode. Mais c'est vraiment cool. Et puis bravo pour le parcours que tu as eu et visiblement ce que je t'ai dit à Marrakech, je ne l'ai pas dit pour rien. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir.